Bonjour, donc on va commencer cette table ronde, puisqu'on est déjà un petit peu en retard. Je me présente, je m'appelle Philippe Mier, je suis délégué général du CFHE, qui veut dire le Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes. C'est un conseil qui réunit une quarantaine d'associations nationales de personnes handicapées de famille et qui a été mandaté par des associations pour écrire le rapport alternatif de la Convention ONU. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on m'a demandé d'animer cette table ronde. Voilà, donc cette table ronde, elle intervient dans la suite des ateliers pour mettre en regard à la fois l'article 12 sur l'exercice de la capacité juridique et les questions liées aux usagers, aux familles et aux institutions. Donc sont présentes ici des personnes qui représentent une partie de la société civile, donc des associations, des ONG, des fédérations internationales. Et on va aborder la question à la fois du côté des personnes âgées, puisque dans le titre même, puisqu'on parlait des personnes en situation de vulnérabilité, évidemment, les personnes âgées sont concernées par ces questions-là. Et donc on va commencer tout de suite la table ronde avec l'intervention de Marie-Hélène Izerne-Réal, qui est à ma gauche, qui est avocate, qui est donc spécialiste du droit de la famille et du droit des personnes. Et elle est très active au sein d'une fédération internationale qui s'appelle la FIAPA, qui veut dire Fédération internationale des associations de personnes âgées. Ce qui n'est pas très fréquent en France, les associations de personnes âgées. Enfin, vous pourrez peut-être nous le dire, mais une représentation qui est quand même moindre peut-être que dans d'autres pays. Cette fédération internationale, elle est née de la volonté de défendre les droits et les intérêts des personnes âgées. Voilà, donc je sais que vous avez abordé la question, pas seulement du côté de l'article 12, mais aussi de l'article 13 sur l'accès à la justice. Et je voulais vous demander, avant de commencer, si je sais qu'il était question d'une convention ONU sur le droit des personnes âgées. Ça avait été proposé ou demandé par des associations, alors je ne sais pas quelle association dans quel pays, où ça en est actuellement ce projet. Et sur l'article 12, est-ce que vous imaginez, en regardant l'article 12 de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées, s'il y aurait des différences éventuelles dans l'esprit, dans les principes entre l'article 12 de la Convention ONU pour les personnes handicapées et s'il y en avait une sur les personnes âgées? Voilà, je vous donne la parole. Oui, écoutez, je vous remercie de faire participer la FIAPA par mon intermédiaire à partager les débats de cette conférence sur l'article 12 de la Convention mondiale relative aux droits des personnes handicapées. En effet, la FIAPA, il y a 15 jours, vient de signer à Santander une convention avec la FIAPAM, qui représente l'Amérique latine et l'Espagne. Il y avait aussi la participation de l'Italie, justement pour porter en convention à l'ONU le droit des personnes âgées. Nous avons élaboré, la FIAPA a élaboré une charte universelle de la protection juridique des personnes âgées, la déclaration de Malte relative aux droits de la personne âgée en référence à la déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, nous voudrions que ces droits de la personne âgée fassent l'objet aussi d'une convention indépendante, séparée pour les personnes âgées. Car effectivement, nous pensons que l'objectif, c'est qu'il n'y ait aucune discrimination liée à l'âge, et c'est en cela d'ailleurs que nous nous rattachons à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, parce que pour nous, il n'y a pas de différence. La barrière de l'âge, je vais y revenir, pour nous ne devrait pas exister, parce que les personnes âgées sont elles aussi particulièrement discriminées, et qu'il ne faut pas rajouter une discrimination liée à l'âge. Et effectivement, en tant que juriste, moi j'ai plutôt insisté sur l'article 13 de la Convention, car un droit qui ne fait pas l'objet d'une sanction n'est pas appliqué, il n'a aucune valeur. Par conséquent, nous sommes en train de rechercher ici en quoi nous pouvons faire appliquer la législation française. Parce qu'il faut reconnaître, et j'étais en Chine représenter la FIAPA
au forum des ONG de l'UNESCO au mois de juillet, on s'aperçoit par rapport à la Chine, par exemple, que de nombreux pays, dont la Chine, n'ont pas de protection spécifique des personnes âgées. Et il m'a été indiqué, en effet, par exemple, qu'en Chine, il y a beaucoup d'ONG qui représentent les handicapés, mais que le comité national chinois sur la vieillesse est très intéressé, adhère à la FIAPA parce qu'il n'y a pas d'ONG concernant les personnes âgées. Donc, il y a de nombreux pays où notre législation est reconnue comme étant un modèle par l'Union européenne, par la Chine et par de nombreux autres pays. Mais en France, il faut reconnaître que la législation française, on a vu hier qu'elle était assez remarquable et assez précise, elle est souvent peu appliquée. Alors les personnes âgées sont maltraitées par leur famille, les professionnels, comme par les institutions, et elles ne peuvent pas, plus que les handicapés, faire valoir effectivement leurs droits, entourées qu'elles sont par une surprotection, et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je crois que nous en sommes tous là. Et malheureusement, nous avons un exemple flagrant de la poursuite de la discrimination dans le projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement qui a dû être voté hier et avant-hier. Par exemple, on ajoute dans ce texte, on ajoute vieillesse à handicap. J'aurais peut-être préféré pour un meilleur vocabulaire, un vocabulaire plus précis, que l'on n'ajoute pas la vieillesse au handicap, et pourquoi ne pas dire plutôt perte d'autonomie entraînant un droit à la dépendance pour faire évoluer les mentalités. Pourquoi la barrière de 60 ans ne permet pas l'indemnisation du fauteuil roulant de la même manière qu'avant 60 ans? Vous voyez, il y a ce genre de difficultés. Alors, sur l'appréciation et la valeur des choses, la loi sur le handicap de 2005 a manqué sa réforme de l'appréciation des besoins, et cette réforme manquée aurait peut-être été utile aussi pour la compensation du handicap des personnes âgées. Mais en France, on est un petit peu victime de l'empilement historique des aides sociales et de la protection. Alors, dans l'esprit de l'article 12, moi je vous propose qu'on rejoigne nos efforts pour militer pour une grande réforme unificatrice de l'évaluation des besoins en vue d'un financement adapté réellement au coût réel. Et alors pour parler plus précisément et pour mettre un peu d'humour dans ces revendications, la prise en charge des lunettes, des prothèses dentaires et des prothèses auditives qui passent systématiquement dans l'aspirateur de la maison de retraite et qui ne sont pas remplacées parce que ça coûte très cher et que leur prise en charge n'est pas... Bon, voilà, ça fait partie des exemples tout bêtes qui font qu'il y a de grandes difficultés à faire apporter aux personnes âgées comme aux handicapés la prise en charge de leurs besoins. Alors, nous sommes en plein paradoxe tout néanmoins dans cette histoire, parce que faut-il pratiquer une ségrégation sélective? La Cour européenne des droits de l'homme nous y invite. Et moi, j'aime beaucoup un arrêt qui est peu connu, qui est l'arrêt de Mme Zenatner contre l'Autriche, qui indique que la protection du logement est un droit particulier pour la personne vulnérable, parce que c'est le lieu, on en a parlé hier, c'est le lieu de son principal intérêt, et il doit être protégé. Et cet arrêt aussi indique que la personne protégée a le droit par elle-même à un accès à la justice, parce que la curatrice de cette personne ne voulait pas qu'elle fasse sa procédure, et la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'elle n'a pas besoin de l'assistance de sa curatrice pour avoir accès au juge. Et je pense que c'est un arrêt assez important qui peut être élargi à son domaine particulier. Alors, au contraire, et le rapport mondial de l'OMS sur le vieillissement et la santé qui vient d'être publié là, le 30 septembre 2015, lui, au contraire, nous incite à ne plus considérer la vieillesse comme une maladie. Et ça, je crois que c'est un changement de paradigme qui peut s'appliquer aussi aux handicapés et aux personnes handicapées. Et je pense qu'il va y avoir un changement, là encore, des conditions d'examen de la situation. Et on va devoir considérer la vieillesse comme un changement des conditions de vie qui a un effet
positive sur la société. La publicité de l'Association des paralysés de France qui dit que la maman avec sa poussette, elle est contente qu'il y ait une rampe qui soit créée pour les handicapés, l'illustration de ce phénomène. Donc la domination du système de santé dont nous avons parlé hier aussi dans un atelier, portée sur la maladie et non plus sur le malade, et non pas sur le malade, est un concept qui est complètement dépassé. Et l'OMS nous invite à changer et à adopter une attitude qui soit, pour le handicap physique ou psychique, à voir les besoins de la personne, à voir l'accès, à voir la situation de la personne, plutôt que la maladie par séquence qui font que la personne, ses droits ne sont pas protégés. Alors, en référence à l'article 13, et pour l'accès aux droits, qui est notre préoccupation tout de même, je pense qu'il y a des solutions innovantes qui n'ont pas besoin de législation et de réglementation pour être mises en œuvre. Par exemple, pour la protection des majeurs, on a un magistrat, M. Bottineau, qui propose un avocat défenseur dédié à chaque majeur protégé. Ce matin, à l'atelier, le juge de paix belge qui nous disait que quand une personne a besoin d'une décision judiciaire à propos de sa personne, elle est systématiquement entendue et systématiquement assistée par un avocat. Et c'est intéressant parce que ça peut servir, cet interlocuteur indépendant, le mot est fort, peut permettre qu'il soit rassuré sur le fonctionnement de sa curatelle ou de sa tutelle, tout simplement aussi. Hein, c'est pas fait simplement pour être épaulé pour la contester, c'est fait aussi pour voir si ça fonctionne bien et lui permettre de comprendre quels sont ses droits. En cas de difficultés ponctuelles, par exemple, comme un conflit à propos d'une personne en maison de retraite, en établissement de soins, dans n'importe quel établissement, il devrait être facile, si elle n'est pas protégée, de faire nommer en urgence, parce que la sauvegarde de justice est là, par le juge, un représentant ponctuel pour un mandataire ad hoc pour pouvoir la faire représenter, notamment pour entrer en établissement ou pour préserver ses droits. Et de ce point de vue, pour l'entrée en établissement et notamment pour les personnes âgées, je suis encore un peu déçue par la loi d'adaptation de la société au vieillissement parce qu'elle donne au seul directeur le pouvoir d'entendre et de vérifier que la personne a bien compris quels étaient ses droits et obligations, sans aucune autre préconisation pour un contrat qui l'aidera à apprécier, pour un contrat et qui l'aidera à apprécier la portée d'un acte juridique qui est essentiel pour sa vie. Je trouve ça un petit peu dommage. Alors, il existe des fédérations de médiateurs indépendants, par exemple, qui pourraient intervenir aussi avant tout litige, mais à une condition, c'est que ça soit prévu dans les contrats, qu'une clause de médiation obligatoire soit prévue dans les contrats de séjour qui permettra de saisir un médiateur indépendant, là encore, qui ne dépende pas de l'établissement, pour qu'il y ait, avec un accompagnement juridique, mais aussi un accompagnement d'explication et psychologique. Et les avocats passent beaucoup de temps en matière d'accompagnement psychologique. On a calculé qu'en matière de divorce, 70% de notre temps avec le client touche à un accompagnement non juridique et comment se comporter avec son conjoint, etc. 70% du temps. Donc voilà, pour traduire tout cela après en conséquences juridiques. Donc c'est assez important. Alors je vais en terminer avec la question des financements, qui est une question cruciale. Et là encore, il y a longtemps que les avocats ont travaillé la question. J'étais membre du Conseil national des barreaux pour une mandature 2009-2010 et le rapport parlementaire de monsieur Gosselin et de madame Paul Angevin en 2009 pour l'aide juridictionnelle, on en parle, on a résolu le problème à 23 € de l'heure ou de la demi-heure pour les avocats, ce qui est un gros progrès, mais ils avaient calculé qu'une légère augmentation du droit d'enregistrement sur tous les actes juridiques, je crois que c'était 3%, permettrait de financer la totalité de l'aide juridictionnelle et de rémunérer correctement les avocats, parce que pour l'instant, c'est une indemnisation qui est tout à fait dérisoire. On en a beaucoup parlé dernièrement. Alors, il y a aussi des propositions qui sont quand même extrêmement importantes, et là, on peut se tourner vers les assureurs.
on a l'exemple de la loi Badinter. La loi Badinter sur les accidents automobiles a déchargé les juridictions du contentieux de la responsabilité de l'automobiliste. À partir du moment où un véhicule est impliqué, les compagnies d'assurance doivent, sauf exception, mais doivent une indemnisation d'office. Et nous négocions, nous les avocats, avec les compagnies d'assurance à charge, si la proposition n'est pas suffisante, d'aller devant les tribunaux. Mais cette loi Badinter, qui a mutualisé la couverture des accidents automobiles par tous les automobilistes, a allégé d'autant la prise en charge des grands blessés par la sécurité sociale, qui a des recours contre l'auteur de l'accident et contre l'assureur du véhicule. Les catastrophes naturelles, c'est pareil, ça nous coûte très cher en ce moment, les catastrophes naturelles. Elles sont couvertes par la multirisque habitation. Tous ceux qui ont un logement, qu'ils en soient propriétaires ou locataires, sont assurés, c'est une assurance obligatoire, et nous cotisons tous pour les catastrophes naturelles. Donc, pour les pouvoirs publics, il y a déjà une référence sur la prise en charge de l'aide juridictionnelle et de la consultation juridique préalable et les contrats de protection juridique. Il y a certainement, je pense, quelque chose à faire auprès des pouvoirs publics pour financer des consultations juridiques préalables. Il y a aussi un autre système, c'est le système du ticket restaurant, le CESU préfinancé, où les entreprises ou les caisses d'allocation familiale, par exemple. Et ça, on en avait discuté avec la FIAPA, quand M. Delevoye était encore médiateur de la République, sur la maltraitance financière dans les établissements. Nous avions conclu dans son rapport, et M. Delevoye, c'était son dernier rapport, je crois, en tant que médiateur de la République, avant qu'il devienne défenseur des droits, disait qu'on pouvait préfinancer des consultations juridiques au moment où les gens prennent leur retraite par les caisses de retraite, des consultations d'ailleurs pluridisciplinaires, un bilan de santé, un bilan juridique, pour organiser par exemple le mandat de protection future, et que ces actes juridiques, à partir d'une consultation préfinancée, soient financés par les caisses de retraite par exemple, ou par les entreprises, par les assureurs en protection juridique. Alors, pour en terminer sur les actes, sur les assurances, les contrats de protection juridique, on ne sait pas suffisamment qu'elles couvrent le droit de la famille. Les pouvoirs publics ont imposé aux assureurs d'organiser ces contrats et d'avoir des contrats. Malheureusement, ces contrats, nous disent les assureurs, il n'y a pas assez de cotisants, ils ne sont pas assez rentables pour les compagnies, alors que moi je trouve qu'ils ne sont pas suffisamment chers. Ils ne sont pas très chers, mais les gens ne savent pas qu'ils existent et les gens les trouvent encore trop chers. Donc les compagnies ne diffusent pas leurs contrats et donc c'est un petit peu dommage. Et si ces contrats étaient obligatoires, là encore, comme pour la loi Badinter ou les catastrophes naturelles, les primes baisseraient parce que réparties sur un plus grand nombre de cotisants, un accès aux droits pourrait ainsi être totalement préfinancé pour toute personne et à tous les âges de la vie. Pour parler moderne, un contrat socle pourrait, pour utiliser un mot à la mode, prévoyant un minimum de couverture pourrait être le bienvenu. Et je pense que nous pourrions tous agir dans ce sens. Donc voilà, je conclus. La FIAPA a de grands projets pour agir en ce sens dans l'esprit de la Convention relative aux droits des handicapés, s'associera à la promotion de l'accès aux droits sous quelque forme que ce soit, et notamment, nous rappelons, et Jean-Michel Caudron est là avec moi pour représenter la FIAPA, et on se tient à votre disposition pour, par des recours collectifs auprès du Comité des droits sociaux du Conseil de l'Europe, agir en sorte que les droits sociaux des personnes soient respectées. Et elle rappelle aussi qu'elle est ONG membre consultatif auprès de l'ONU, habilitée à saisir le comité de droit sur les termes de la Convention. Merci de votre écoute. Merci pour votre intervention. Il est vrai que vous avez abordé des questions plus sur l'effectivité des droits et en proposant des réponses qui sont hors législatives ou réglementaires pour l'effectivité de ces droits avec des propositions qui pourraient être prises ou réfléchies.